La vie m'a montré qu'elle faisait pas de cadeaux. C'est ce qui m'a finalement poussé, c'est ce qui m'a donné la force de passer le cap de j'étais une bille en maths, aujourd'hui je suis un pro de la finance. Déjà, est-ce qu'il y a une différence entre un entrepreneur classique et entre un entrepreneur restaurateur? J'adore cette question. Un des premiers leviers qu'on peut actionner pour augmenter son intelligence financière, c'est penser résultat avant de penser chiffre d'affaires. En France, l'argent a toujours été tabou, alors ne parlons surtout pas d'intelligence financière, c'est même transformer le mot dépense en investissement. Exactement. Quelle est la bonne ou mauvaise situation? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise situation. Non, pour moi, tout est possible. C'est une phrase qui est tellement percutante. Tout à fait. Voilà, un amateur suppose et un pro mesure. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomato Talks et aujourd'hui on accueille Michael Bartelex qui est d'ailleurs avec nous la majorité du temps puisqu'il est aujourd'hui directeur financier de Bistrobiz et aussi coach financier pour les restaurateurs justement dans l'enceinte de nos accompagnements chez Bistrobiz. Et justement l'objectif aujourd'hui c'est un petit peu de dédramatiser la gestion financière pour certains ou justement de parler finance et d'aller dans le sens de vouloir se développer ensemble. Si le contenu vous plaît, à la fin de ces vidéos, vous avez toujours la possibilité de le dire en commentaire ou de mettre un petit like pour justement nous dire que c'est good et qu'on peut continuer sur le bon chemin parce que c'est pour ça qu'on le fait. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, mais aussi sur Spotify et Apple Podcast. Bonjour Michael, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Donc Michael, tu es DAF aujourd'hui au sein de Bistrobiz, donc tu es le financier de l'équipe et en plus de ça, tu nous aides à coacher les restaurateurs justement financièrement à tout niveau. Aujourd'hui, tu représentes aussi du coup ta société qui est donc la société Copilote et qui a pour mission finalement depuis plus de 3-4 ans maintenant d'accompagner les entrepreneurs justement au niveau de leur gestion financière. Ouais, tant dans le fait de développer leur marge que d'optimiser aussi finalement leurs ressources. On va en parler pendant ce podcast, mais bon, il faut qu'on protège nos gains finalement en tant que chef d'entreprise et c'est important et c'est ce que tu nous aides à faire. Tu aides aussi les restaurateurs à faire ça et merci pour ça d'ailleurs. Et au final, ce qui est marrant parce que quand on regarde un petit peu ton parcours, on voit que tu as eu une scolarité plutôt en dents de scie, que tu étais une bille en maths, que tu étais introverti, tout ça. Ouais. Donc, il n'y avait rien qui t'a amené non seulement à être chef d'entreprise, mais en plus de ça, à aider les entrepreneurs, les autres chefs d'entreprise, finalement à optimiser leurs finances. Oui. Donc, à être clairement dans les maths, quoi. Donc, qu'est-ce qui a été finalement l'élément déclencheur de tout ça, dans tout ce parcours? Comment tu es passé de cette bille en maths introvertie à la personne que tu es aujourd'hui et à nos côtés, jusqu'à en arriver à être à nos côtés aujourd'hui? Ouais. Merci Cindy en tout cas pour l'invitation pour ce super podcast. Alors pour répondre à ta question, la première chose qui s'est passée, le premier déclencheur en tout cas, ça a été la série de maladies qu'a connue ma mère qui m'a conduit finalement à, je dirais, me dépasser parce que la vie m'a montré qu'elle ne faisait pas de cadeaux, que la vie était courte et qu'il y avait besoin personnellement finalement de s'investir pleinement dans finalement sa réalisation personnelle avant que les malheurs arrivent. Voilà. C'est ce qui m'a finalement poussé, c'est ce qui m'a donné la force aujourd'hui d'aller passer des études, déjà de passer le cap de j'étais une bille en maths, aujourd'hui je suis un pro de la finance. Alors, j'ai pas j'ai toujours cette humilité à me dire qu'on peut s'améliorer, on peut se former, on peut aller aussi améliorer ses compétences en continu dans la finance, la fiscalité. Mais encore une fois, moi je distingue bien les mathématiques de la finance. Pour moi, c'est bien deux choses différentes. C'est pas du tout la même gestion. On va pas faire la trigonométrie ou des formules avec des machins, les racines carrées, tout ça. Non, rien à voir. C'est du plus, c'est du moins, c'est du bon sens et c'est de la logique. C'est la pure logique. Donc, effectivement, cet enchaînement de maladies m'a poussé finalement à donner le meilleur de moi-même finalement. Et ça m'a conduit, en effet, aujourd'hui, avec ce premier déclencheur, à qui je suis. Après, il y a eu d'autres déclencheurs, alors peut-être que tu vas en parler juste après, mais il y a aussi la rencontre de coachs, de mentors, qui m'ont fait prendre conscience aussi de qui j'étais aujourd'hui, des forces que je pouvais aussi dupliquer, exploiter, pour donner le meilleur pour les restaurateurs et pour mes clients. Voilà. Ça a été aussi un point extrêmement important.
Et aujourd'hui, bah, écoute, je suis extrêmement fier d'être ici, dans ce superbe environnement, avec toi en plus, je dirais, qui est là pour aider les restaurateurs. Moi, c'est extrêmement important puisque moi, je suis un fan je suis toujours un fan de l'émission Cauchemar en cuisine de Philippe Etchebest. On a tous Émission été fantastique. fans. Hein, tous étaient fans. Puis dans le cadre de la restauration, voilà. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui regardent cette émission. Mais voir la transformation, ça, c'est vraiment un élément extrêmement important. Et puis, c'est aussi ce que l'on délivre aujourd'hui dans le cadre de BistroBiz. C'est la transformation du point A, où on est en difficulté, que ce soit en difficulté de trésorerie, j'ai prêché pour ma paroisse, mais difficulté de cash flow, difficulté de marge, ça peut être des pertes comptables, ça peut être j'ai besoin de me développer, mais je ne sais pas comment faire. Je paye trop d'impôts, j'ai besoin d'optimiser la fiscalité. Tu en parlais tout à l'heure, c'est aussi une des clés que je développe aujourd'hui dans mon entreprise. Donc oui, effectivement, BistroBiz, elle a cette mission, c'est une structure qui a une mission noble auprès des restaurateurs. Et merci d'ailleurs de faire ça. Mais merci de le dire, en tout cas. Et nous, on se connaît, c'est vrai, on s'est rencontrés justement de par un coach et un mentor que nous avions en commun. C'est vrai. Et au final, tu m'as accompagné aussi depuis quasi le début, parce que c'est vrai que quand on est un chef d'entreprise, un créateur finalement de mission, de projet, on doit être partout, on doit être le pilote au niveau des maths, on doit être, au niveau pas des maths du coup parce que non, mais au niveau de la logique des chiffres en tout cas, tout ça, on doit quand même avoir son nez dedans en permanence. En même temps, on doit tout faire au début, c'est-à-dire que on doit être le commercial, on doit être la personne qui délivre le produit, on doit être à la com, on doit être au marketing, on doit être absolument de partout. Donc c'est vrai que moi je pars du principe que quand tu es bon chef d'entreprise, tu comprends qu'il est important d'avoir quelque part des personnes à la fois pour te soutenir et à la fois des garde-fous aussi, parce que voilà, il faut savoir se connaître à ce niveau-là. Et pour ça, nous aussi, on est très contents de t'avoir au sein de l'entreprise. Tu as déjà apporté pas mal déjà de résultats auprès des restaurateurs. Tu nous as aussi aidé vraiment à avoir une vision claire et précise de toutes ces idées et de piocher les meilleurs et de garder les meilleurs dans toute cette progression. Et ça, c'est cool. Et ça, on t'en remercie encore, clairement, de nous avoir servi. Et honnêtement, j'ai presque envie, je ne sais pas si j'ai le droit de te le poser, on pourra voilà. Mais ta maman est encore là aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, donc elle a traversé toutes ces épreuves. Elle a traversé, effectivement, elle est toujours là. Elle a envie de se battre, tu vois. Et si finalement, c'est aussi la transmission, finalement, tu vois, nous, en tant qu'enfants, même si on est aujourd'hui à des âges, voilà, mais on va chercher aussi les façons les réactions de nos parents. Comment est-ce qu'ils se battent vis-à-vis de la vie. Et ça, tu vois, cette façon de se battre, finalement, c'est le pire des ennemis, la maladie, finalement. Parce qu'en plus, on ne peut pas avoir de contrôle là-dessus. Alors que nous, quand on est en coaching personnel, ou quand on veut évoluer sa pratique, ses compétences, son savoir-être, etc., on peut agir dessus. Si on a la volonté, la détermination, on peut y aller. La maladie, c'est différent. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle est toujours là. Effectivement, elle se bat là-dessus. Et c'est, tu vois, ce combat que j'ai intégré finalement dans ma pratique aujourd'hui. Et c'est ce qui m'a permis effectivement de passer, comme tu l'as dit, d'un statut d'ado qui était complètement dans l'introversion, la timidité, qui n'osait pas parler avec les gens. Tu vois, donc en termes d'impact, effectivement, à l'époque, c'était quasi inexistant, à aujourd'hui entrepreneur qui aime impacter au contraire les gens, tu vois, qui donne le meilleur de soi. Moi, je fais extrêmement attention à mes nuits de sommeil, à mon alimentation, etc., puisque je sais que derrière, tous ces éléments-là vont avoir un impact justement sur ce qui va être délivré aux entrepreneurs qui sont nos clients respectifs. Voilà. Donc oui, ça c'est extrêmement important. Et je crois que la majorité des entrepreneurs ont un passé. Enfin, pour moi, les meilleurs entrepreneurs, ceux qui, comme tu dis, font vraiment attention au millimètre à certaines choses tout en s'autorisant à être humain, bien évidemment. On vient de loin. Il y a quelque chose, il y a une histoire, on veut créer l'impact. Ouais. C'est un truc de fou. C'est que je pense qu'on a nous-mêmes été tellement impactés par certaines choses qu'on veut refléter cet impact. Et on a tous une mission au fond de nous, je pense, à apporter effectivement. Il faut savoir où est sa zone de génie, il faut savoir où est son talent. Et il faut savoir s'entourer pour se complémentariser justement à ce niveau-là. Et c'est ce qui fait la force je pense, là pour le coup, c'est moi qui vais prêcher pour notre paroisse. Mais en tout cas, c'est ce qui fait la force aussi
de nous, de notre équipe, parce qu'on est une équipe. C'est-à-dire que je ne suis pas moi, Sneaker toute seule, à aller voir monsieur ou madame Intel, restaurateur, restauratrice. On est une équipe, on travaille sur chaque projet ensemble. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas ou qui va et qu'on veut optimiser, on est capable d'être plusieurs cerveaux sur la table et de dire, OK, en marketing, là, parce que le terrain, là, parce que la finance, là, est-ce que c'est bon, est-ce que tout est aligné? Allez, vas-y, on envoie le conseil et on envoie les actions et les produits clés. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence entre nous. Et c'est la force. Totalement. C'est la force du concept, effectivement. La coopération des différents acteurs qui interviennent, que ce soit sur la finance, la fiscalité, le marketing, effectivement, la stratégie opérationnelle, le management, tout ça, c'est ce qui fait la force de BistroBiz aujourd'hui. Puis l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'il y a beaucoup de... En fait, ce qui est sympa, c'est qu'on a fait quelque chose de généraliste, mais en étant des spécialistes. Tout à fait. Donc, c'est pas comme si on te mettait des sushis, des pâtes et des pizzas sur un même menu, quoi. C'est-à-dire qu'on t'a pris le maître sushi, on t'a pris le meilleur pizzaiolo, on t'a pris et on t'a fait un food court. C'est ça. Mais c'est vrai que ça, c'est super. Et justement, pour rentrer dans ta spécialité, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi ce qui va plaire à l'audience et on est là pour leur apporter un max de valeur, pour leur donner justement un petit peu à manger, pour qu'ils puissent comprendre. Comment tu pourrais justement nous présenter ton rôle vraiment en interne avec les restaurateurs et ton expérience, parce que tu accompagnes des entrepreneurs, tu accompagnes des restaurateurs. Et justement, selon toi, déjà, est-ce qu'il y a une différence entre un entrepreneur classique et entre un entrepreneur restaurateur? J'adore cette question. J'adore cette question. Pour moi, il n'y a pas de différence. Un restaurateur, c'est un chef d'entreprise. Et c'est très souvent, un dirigeant de société. Et en tant que dirigeant de société, il y a nécessairement besoin, effectivement, d'avoir des comptes qui soient à flot, puisqu'on sait très bien que pas de cash, c'est dépôt de bilan qui peut amener, dans la grande majorité des cas, à de la liquidation. Donc, il faut prendre soin de son argent, il faut prendre soin de son compte en banque, même si on peut avoir des difficultés avec son banquier à un moment donné, c'est quand même le nerf de la guerre. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Donc, le dirigeant, en tant que gestionnaire de société, président de SAS, gérant ou co-gérant de SARL, peu importe, il a ce rôle finalement de tuteur de sa société. Je vais rentrer un peu dans les termes techniques, mais ça c'est extrêmement important à comprendre. Le dirigeant, c'est un peu comme un tuteur de sa société. On est bien sur deux entités qui sont complètement différentes. Le dirigeant, il est à part, la société, elle est à part. Lui, il va avoir un rôle d'administrateur. Donc en tant qu'administrateur, il va falloir qu'il gère les fonds de sa société en bon père ou en bonne mère de famille. Et donc, c'est important d'avoir les bonnes pratiques. Et c'est justement là mon rôle dans le collectif BistroBiz. C'est de donner les bonnes pratiques aux restaurateurs, finalement, pour qu'ils puissent déjà, pour ceux qui sont concernés, je dirais, dégager plus de cash dans un premier temps. Dégager plus de cash pour ensuite pouvoir se développer plus sereinement. Parce qu'il y a toujours une logique derrière un restaurant, il y a toujours une stratégie. Il y a un pourquoi. Au-delà même de la stratégie, il y a le fameux pourquoi, le big why dont parlent les entrepreneurs outre-Atlantique la plupart du temps. Et ce grand pourquoi, ça peut être quoi? Ça peut être par ego personnel, ça peut être pour transmettre aussi à ses enfants. Il y a beaucoup de restaurants, beaucoup de restaurateurs qui veulent transmettre une affaire qui marche, cette passion. Parce que aussi, la restauration, c'est de la passion. Ouais, tu vois. Et puis, tu vois, on en parlait pour le coup avec Florent, justement, de chez Jules. Et là, on est dans son établissement aussi. C'est vrai que je me suis posé cette question-là. C'est marrant que tu rebondisses sur ce pourquoi. Parce qu'effectivement, moi, aujourd'hui, j'ai ouvert des restos. J'ai ouvert ou géré ou repris, peu importe. Oui. Mais j'ai été dans la restauration. À un moment donné, il y a eu un bug sur le pourquoi. Et quand justement j'étais un peu en phase sur cet aspect coaching plutôt que consulting avec les restaurateurs, parce qu'il y a les deux. Il faut des deux d'ailleurs. Bien sûr. Pour moi, pareil, l'un ne va pas sans l'autre. Je me disais, putain, j'ai peur de leur demander leur grand pourquoi parce qu'à tout moment, on les a perdus, quoi. Et en fait, il y a vraiment ceux qui ont le resto qui perdent leur pourquoi, etc. parce qu'ils essaient de faire un petit peu comme tout le monde, entre guillemets, ou d'ouvrir une brasserie. Oui, c'est mon rêve d'ouvrir une brasserie. Mais ça, c'est un faux rêve pour moi. C'est peut-être pas assez profond. Alors que quand tu es justement une personne en mode, non,
je veux justement mettre la terre, de la graine à l'assiette pour remettre, tu vois, l'authenticité dans les assiettes, ou même d'autres personnes qu'on a au sein de la communauté qui ont des restaurants genre bretons sans crêpes ni galettes parce qu'ils ont grandi en Bretagne, parce que, tu vois, c'est la transmission. Dès que tu rentres vachement dans le conceptuel et dans la puissance d'un pourquoi, pour moi, il y a beaucoup plus de pourquoi. Donc, effectivement, déjà, je pense que si on est deux à travailler sur demain un concept, l'avantage, c'est que moi, je vais vraiment avoir cette vision du projet, du concept et de la stratégie business, et on va devoir l'allier avec la technicité, par exemple avec le chef, pour être sûr que sur la stratégie que je donne, au niveau du matériel dans la cuisine, ça passe, etc. Sur la finance, qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui est possible demain, quelle est la V1, la V2, la V3, la V3 du concept, etc., etc. Et là, effectivement, il y a ce pourquoi. Et puis, je trouve ça cool que tu aies répondu justement, il n'y a pas de différence. Parce qu'en tout cas, il y a peut-être une différence sur la forme de l'entrepreneuriat, parce que toutes les entreprises et les projets sont différents, mais la structure d'une entreprise reste la même. C'est ça. Et je pense que s'il y a un truc qu'on doit dire aujourd'hui aux restaurateurs, c'est que la structure d'une entreprise reste la même. Et quand on a, justement, est-ce que tu as une anecdote? Est-ce que tu as eu des restaurateurs qui t'ont dit ouais, mais chez moi, c'est différent, ou ouais, mais tu vas comprendre, chez moi, c'est comme ça, ou des choses comme ça au sein de... Est-ce que tu as plus ça avec des entrepreneurs classiques ou avec justement des restaurateurs, ou un peu les deux finalement? Un peu les deux. Un peu les deux. En fait, chaque entreprise est atypique. Chaque entreprise, selon le dirigeant en tout cas, est particulière, est différente, est toujours mieux que le concurrent, c'est toujours plus bon, etc. En fait, on se rend compte qu'il y a toujours ce tronc commun, tu vois. C'est ce que tu expliquais, c'est-à-dire que ce soit en termes de gestion des chiffres, que ce soit en termes de management, que ce soit en termes de structure de communication, finalement, c'est toujours pareil. Sauf qu'on va la mettre, finalement, cette stratégie à la sauce de la restauration. Donc, oui, pour moi, effectivement, il n'y a pas de distinction à faire entre ces deux structures-là. Et c'est ce que m'a montré, justement, je réponds aussi à ta précédente question, les 15 années que j'ai passées aujourd'hui dans le consulting et dernièrement dans le coaching, puisque j'ai accompagné pendant plus de 15 ans des entrepreneurs à monter et à développer leur entreprise, je m'en suis rendu compte à ce moment-là, c'est qu'en fait, c'est toujours les mêmes problématiques qui reviennent. C'est toujours les mêmes problématiques. Des problématiques d'améliorer la fréquentation, d'améliorer mes marges, faire plus de trésorerie, parce qu'aujourd'hui ça peut être tendu, la météo ne peut pas être très très bonne sur la trésorerie, comment me développer, comment aller transmettre ce patrimoine à mes enfants, etc. Donc en fait c'est un peu toujours finalement les mêmes problématiques qui reviennent. Et c'est là que nous on intervient en tant que coach finalement pour aller travailler sur ces sujets. C'est clair, et puis moi ce que j'adore aussi particulièrement, il y a toujours à un moment donné une zone où on kiffe le plus. Parce que c'est vrai qu'on a pu accompagner, ou on accompagne par des personnes qui vont être dans ce souci de cash flow, etc. Oui. Et pourtant, ils ont un concept, ça fonctionne, etc. Donc là, on va vraiment aller chercher où est le goulot d'étranglement. Oui. Mais il y a aussi, et j'ai été dans ce cas de figure-là, cette personne qui a les moyens de sauter dans la cour des grands, et pour 1000 raisons n'y arrive pas. Oui. Et déjà, la compréhension, je trouve, du chiffre est hyper importante. Il y a la confiance en soi, il y a le fait de devoir changer d'identité, parce que plus on passe des paliers dans la vie, plus on doit changer d'identité. Donc c'est vrai qu'on doit changer ce personnage, et on est là, voilà, on a réussi, on a un concept, ça fonctionne. Et au final, putain, comment je fais pour passer dans la cour des grands? Parce que je continue de compter en petit. C'est un peu comme si je fais mon petit écureuil, tu sais, j'économise ou machin, ou j'étais un peu en galère de cash flow de maman, donc du coup je garde là. Et du coup, comment je fais pour passer de ça à je me développe, et surtout sans faire exploser l'entreprise en vol? Et c'est là où j'adore aussi quand on travaille sur ces projets de V2, V3, on se dit, voilà, là, tu as ça, on va conserver cette V1, en parallèle, on va mettre la V2 en place, et on va aller chercher quelque chose qui va fusionner ces deux idées, financièrement, monter les dossiers, etc. etc. C'est ça, Et ça, c'est extrêmement important, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est à ce moment-là, puis peut-être même pas à ce moment-là, mais même avant, que le restaurateur doit développer son intelligence financière. C'est clair. C'est vrai qu'on en parle extrêmement peu, parce que ce n'est pas monnaie courante en France. En France, l'argent a toujours été tabou. Alors, ne parlons surtout pas d'intelligence financière. C'est peut-être un gros mot dans la bouche ou dans l'esprit de certains. Et pourtant, ce n'est pas extrêmement compliqué. C'est juste de se doter finalement des bonnes pratiques, des bons outils, et prendre conscience des bons leviers qu'on peut actionner. On peut dire que l'intelligence financière, c'est un peu la partie de notre cerveau, de notre intelligence, qu'on va utiliser pour solutionner des problèmes financiers, que ce soit les problèmes de cash d'un côté, et justement, comment passer à la V2
comment passer à la V3 de mon concept, quels sont les leviers que je vais pouvoir actionner, tu vois, pour justement passer à cette V3 et quelle marche cette V3 ou cette V2. Extrêmement important. Après, il faut tenir dans la durée et continuer. D'ailleurs, on a un excellent exemple aujourd'hui chez Jules, là où on réalise ce podcast. On est sur un indépendant, un entrepreneur, un vrai entrepreneur qui a développé son intelligence financière, qui pense, on n'est pas encore à la fin de la saison. Le mec, il pense déjà à 2026, la saison 2026. Comment il va faire plus X% sur son chiffre d'affaires? Et ça, il le pense maintenant. Il a commencé déjà à mettre en place sur une feuille de papier ce qui a marché, ce qui n'a pas marché cette année. J'en discutais avec lui ce matin. Et qu'est-ce qu'on améliore? Voilà, et qu'est-ce qu'on va améliorer pour atteindre ces plus X% de chiffre d'affaires et de marge? Parce que du coup, c'est bien de penser chiffre d'affaires, mais c'est aussi extrêmement important de penser en résultat, en marge nette. Hein, puisque ça, c'est un des premiers leviers qu'on peut actionner pour augmenter son intelligence financière, c'est penser résultat avant de penser chiffre d'affaires. Qu'est-ce que je vais faire comme résultat? Parce que le résultat, le bénéfice en restauration, c'est ce qu'on va retrouver en trésorerie. Donc, de manière simple, s'il y a plus de résultats, il y a plus de trésorerie. S'il y a plus de trésorerie, déjà, il y a moins cette charge mentale au quotidien. Il y a un problème en moins, on va dire, et ça va permettre d'accélérer le développement, de lever plus de fonds aussi auprès de la banque. C'est un des leviers, il n'y a pas que ça, bien entendu, pour lever plus de fonds auprès de la banque, mais ça participe activement. Grandement, effectivement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le premier levier, tout en partant du principe aussi que, ça c'est une phrase qu'on aime bien dire à nos restaurateurs, qu'on a appris aussi de nos mentors, avec une phrase qui est tellement percutante. Tout à fait. Voilà, un amateur suppose et un pro mesure. Exactement. Il va être extrêmement important de mettre en place, en parallèle de tout ça aussi, des tableaux de gestion qui vont permettre de piloter la performance de l'entreprise. Pas des tableaux croisés dynamiques sur Excel, tu vois le truc à rallonge où il y a plein de colonnes, mais... Ouais, puis ça sert à rien, en fait. C'est-à-dire que on a tous été un peu comme ça, enfin, indépendamment. Il y en a qui vont être calés et qui vont adorer les chiffres, les finances, etc. dès le début, mais il y a d'autres types d'entrepreneurs qui sont un petit peu plus réfractaires. Et bien sûr. Parce qu'on a l'habitude d'entendre les comptables qu'on nous demande d'aller voir dans tout ce processus à la française, etc., où clairement on se dit ouais, ok, d'accord, c'est pas très fun tout ça. Et en fait, il y a eu des freins ou alors des langages où en fait, je trouve que tu aides vachement aussi à dédramatiser aussi un petit peu tout ça pour ceux en tout cas qui sont moins à l'aise, tout en étant capable d'entrer en profondeur avec ceux qui sont à l'aise. C'est ça. Donc ça, c'est aussi ce qui fait la différence. Et par rapport aux restaurateurs, qu'est-ce qui, justement, si on revient sur ceux qui sont moins à l'aise, qu'est-ce qui, selon toi, fait que, d'ailleurs, un entrepreneur aussi, mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on se focalise sur la resto, pourquoi, selon toi, des fois, c'est négligé ça? Ou qu'est-ce qu'ils négligent? Quel est le détail dans la finance qu'ils oublient de regarder en priorité quand des fois, tu as... Parce qu'il y a tellement d'indicateurs, finalement, qui percutent l'indicateur principal, qui est donc la marge nette, etc. Mais voilà, tu as eu probablement différentes problématiques. Quelle a été la plus marquante pour toi face à certains restaurateurs? La plus marquante et la plus récurrente, pour le coup. Plus marquante et la plus récurrente. Pour moi, c'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, la marge brute. C'est-à-dire, je dirais, le résultat que vous réalisez quand vous... Le BE. Même, je dirais, avant le BE. C'est-à-dire, quelle gestion je fais de ma marchandise en cuisine. C'est-à-dire, quel est le résultat que je réalise en faisant la vente de mon plat, moins ce que ça m'a coûté en production. Mais juste en matière de marchandises, d'accord? Sans encore parler des charges fixes du restaurant, comme le loyer, le comptable, l'assurance, etc. C'est déjà être focus sur la marge brute. Est-ce que ma marge, elle est, je dirais, au moins égale à, 66%, pardon. Est-ce que cette marge-là, elle est au moins égale à 66%? Est-ce que j'applique au moins, en moyenne, un coefficient de multiplicateur de 3, puisque beaucoup de restaurateurs parlent en coefficient multiplicateur, c'est vrai que c'est plus simple. Est-ce que j'ai un coefficient de multiplicateur d'au moins 3 quand je produis? Ça, c'est la première question déjà à se poser. Et c'est souvent le plus négligé. Et c'est là justement que nous, chez BistroBiz, on va avoir un rôle important parce qu'on va rentrer en profondeur dans cette analyse. Dès le début, effectivement. On pose les choses, on va faire le diagnostic, l'audit, peu importe comment on l'appelle, et après on va aller chercher justement quels sont les axes d'amélioration. Et souvent le premier axe, c'est sur cette marchandise. Les quantités, les prix d'achat, les prix de vente, la carte, etc. C'est clair.
Eh bien, surtout qu'il y en a beaucoup qui pensent maîtriser leur marge Ouais. et qui en fait ne le maîtrisent pas. Parce qu'ils ne sont pas à l'affût du changement de prix, de la négociation fournisseur. Enfin voilà, il y a l'inflation, il y a tout ça. Oui, Et c'est de la gymnastique permanente oui, que d'aller tout à fait. justement jongler avec tout ça pour continuer de garder des super marges. Oui. Sachant que ça, c'est qu'un détail. Derrière, il y a toute la masse salariale. Derrière. Enfin voilà, il y a tout ça à C'est penser. le départ. Après, Le départ. effectivement, si on creuse, il y a les notions de DBE dont tu parlais, l'excédent brut d'exploitation, qui est l'indicateur, pour moi, phare Ouais. d'une entreprise, pour notamment calculer sa valorisation. Mais il y a aussi la notion de la masse salariale, qui est pour moi le deuxième problème le plus récurrent chez les restaurateurs. C'est souvent une masse salariale, c'est-à-dire le coût du personnel et votre coût en tant que dirigeant, qui est souvent disproportionné par rapport au chiffre d'affaires qui est réalisé. Et ça, nous, donc, dans l'analyse qu'on va faire, on va pouvoir vous dire si, OK, c'est dans les rails ou pas. Hein. Est-ce qu'on est à côté de la plaque ou pas? Et si ce n'est pas le cas, du coup, quelles sont les actions concrètes qu'on va mettre en place justement pour rééquilibrer tout ça? Voilà. Et les plus rapides, celles qui sont vraiment, qu'on peut faire aujourd'hui, celles qu'on doit faire demain, et celles qui ont un impact voilà, le plus rapide possible pour qu'il y ait un résultat le plus rapide possible. C'est ce qu'on appelle un quick wins. Voilà, en interne, pour que justement il y ait cette sensation de déjà, OK, on a appuyé sur quelque chose, et par contre, bien évidemment, de ficeler, parce qu'on sait que tout ce qui est solide, tout ce qui devient institution, tout ce qui devient tout ça, c'est long. Enfin, ça ne se fait pas en un jour. Donc c'est voilà, en parallèle, il y a ces actions clés qui vont nous permettre de nous soulager ou de tenir ou d'avancer ou d'aller chercher des résultats qu'on attend. Et en même temps, il y a cette consolidation en parallèle. Donc toutes ces actions qu'on met en place au jour le jour ou celles qu'on pourra mettre en place que demain parce que pour telle et telle raison. Et ça, c'est hyper important justement de savoir dans quel ordre parfois les faire. Quel ordre le faire, et quand on sait que tout est lié finalement. Tu le disais tout à l'heure, Bistrobi, c'est aussi un système de compétences, de spécialités qui sont liées. Par exemple, la stratégie future du restaurant, la refonte de la carte, la fréquentation clientèle, jouer sur justement comment faire venir plus de clients chez moi. En fait, ce qui lie tout ça, c'est les chiffres, c'est la finance. Et la bonne maîtrise justement des chiffres et de la finance, par le biais de ces tableaux très très simples de gestion, ça va aussi permettre de poser des objectifs très concrets pour se dire, bah voilà, tel mois, il faut que je fasse X euros de chiffre d'affaires, sinon je ne suis pas dans les clous. Il faut que je fasse tant de paniers moyens, de tickets moyens, pardon. Il faut que je fasse tant de fréquentation client sur le mois. Il faut aussi que j'achète X euros, sinon je sais que je ne suis pas dans les clous. En fait, ça donne un cap. C'est clair. Voilà. Et ça va permettre après d'irriguer toutes les autres parties de la stratégie, etc., qui est travaillée avec le restaurateur. Tout à fait. Mais d'ailleurs, que ce soit stratégie financière ou stratégie tout court, moi je trouve que c'est une partie qui est parfois souvent négligée. Parce qu'au final, on ouvre la porte et on se dit, allez, on verra si aujourd'hui ça va mieux que la veille ou tout ça. Alors qu'en fait, quand on dit stratégie, c'est quelles actions effectivement on doit mettre en place financièrement, marketingement. Voilà, c'est en termes de communication, marketing, en termes d'événements peut-être, en termes de tout ça, pour aller chercher les résultats escomptés. Et c'est vrai que moi, je vois trop souvent un peu le côté, c'est la haute ou la basse saison, point. Ça, c'est pas une stratégie, ça c'est un fait. Donc, tu sais à peu près quand est-ce que tu vas avoir une période de rush ou pas, mais ça ne suffit pas. Enfin, voilà. La stratégie commence par l'expérience que tu veux amener, bien sûr, mais derrière, voilà, quels vont être les revenus que tu vas aller développer ici ou là, qu'est-ce que tu vas mettre en avant ici ou là, comment ça va se répercuter dans la finance, de quelle personne tu as besoin donc à glisser dans cette masse salariale pour aller chercher ce résultat-là, etc., etc. Exactement. Mais des fois, on peut même dire qu'au-delà de cette technique-là, il y a aussi la peur des chiffres. Et c'est vraiment ce qu'on peut rencontrer auprès des restaurateurs. On fait l'autruche, mais c'est tellement ça. On va faire l'autruche, par peur, alors peut-être aussi d'expérience passée, ça peut être ça. Hein. Il y a aussi des affaires qui ont pu être montées et qui sont mal terminées pour certains restaurateurs. Il y a aussi l'aspect école. C'est vrai qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, de manière générale. On ne nous apprend pas comment gérer un budget, comment faire fructifier son argent, comment se préserver son argent, etc. Ça, on ne nous l'apprend pas. Donc en fait, on commence un peu, entre guillemets, à poil, en termes vulgairement parlant, mais quand on passe à la gestion d'une entreprise. Donc finalement, le fait de ne pas maîtriser, ça crée de la peur, tu vois. Totalement. Et
Et nous, notamment chez Bistrobis, j'en reviens là-dessus, et même ce que je fais dans mon entreprise aujourd'hui, c'est dédramatiser, tu l'as dit tout à l'heure, la gestion des chiffres, la dédramatiser, donner les bons outils, les bonnes pratiques. Au bon moment, au bon moment. Parce qu'on parlait de toutes ces colonnes qui ne servent pas forcément à grand-chose. C'est ça. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas du tout fini le sujet tout à l'heure. Oui. Mais dans le côté où effectivement, le but, c'est d'avancer par les besoins du moment. Donc, OK, de quel indicateur clé j'ai besoin aujourd'hui? Où est le goulommet d'étranglement? Je n'ai pas besoin d'avoir 48 colonnes que je n'aurais pas envie de regarder parce que flemme. Parce que j'ai des choses à faire, parce que j'ai des... Enfin, voilà. Donc, je préfère me concentrer sur les 3 indicateurs clés du moment. Et une fois qu'ils sont relativement optimisés, on rajoute des colonnes. Mais du coup, j'ai appris à les maîtriser, ceux-là. Et donc, hop, et à les regarder. Et tu vois, et en fait, ça devient une routine. Et du coup, en rajoutant ça à chaque fois, tu vas beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite. Et effectivement, quand tu as une notion de... Même si tu as la notion du pire, ça t'enlève ta peur aussi. C'est-à-dire que par contre, de faire l'autruche, alors là, tout reste un peu dans le... On verra. Enfin, tu vois. Alors que moi, si tu dis, là, tu vas dans le mur, si dans 3 semaines, tu n'as pas fait ça, tu es là, en fait, c'est dédramatisé aussi parce que finalement, tu n'es pas en train de mourir pour autant, physiquement en tout cas. Par contre, ton entreprise peut-être, mais c'est où tu te réveilles, où tu fais quelque chose. Et on en a vu des actions où on pensait que c'était à la fin et au final remontada, parce qu'il suffit de mettre des bonnes actions en place. C'est ça. Tout comme on voit aussi des projets qui sont là à la limite de grandir. Et pareil, où on actionne les leviers adéquats pour enfin faire passer ce projet là où il doit aller et en toute sérénité. Parce qu'il ne faut pas oublier ce côté-là. La sérénité, je trouve, du dirigeant. On enlève ce poids. Ouais, c'est ça. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on parlait tout à l'heure de transformation de restaurateurs. On voit certains restaurateurs, c'est ça qui est magique, qui prennent plaisir à regarder leur tableau, leurs chiffres. Exactement. Et ça, pour nous, pour moi déjà personnellement, c'est un win, c'est une victoire, c'est une belle victoire, puisqu'effectivement, le restaurateur après, avec ses outils simples, peut piloter plus facilement, il a enlevé sa peur et il peut améliorer en continu. C'est ça qui est extrêmement important. Puisque il rentre vraiment dans la catégorie du chef d'entreprise, quoi. Chef d'entreprise qui améliore en continu son activité. Exactement. Et il peut aller se concentrer à ce moment-là sur des actions à 80-20%. C'est-à-dire que, parce que tout à fait. Dans la resto, je pense que moi, c'est l'un des métiers où je vois le plus de 80% d'efforts pour 20% de résultats. C'est l'un des endroits où je le vois le plus. Et j'ai été comme ça, étant restauratrice, parce qu'on est accroché au projet, on est accroché à tout ça, et on est là, putain, mais cette idée, elle est trop bien, non, c'est comme ça qu'on veut le faire. Mais on en a oublié tout l'impact de l'effort, de l'équipe, de la cuisine, de la production, de ceci, de cela, tout ça pour un ratio comme ça. Et en fait, on se dit, mais pas du tout. Et on peut rester aligné avec nos valeurs, on peut rester aligné, mais juste en affinant légèrement les choses et en rendant la vie plus simple à tout le monde, en fait. Et à l'entreprise, la première. Bien sûr. Donc, et d'ailleurs, justement, là, on parle un peu beaucoup aussi de restaurateurs qui prennent confiance et tout ça en leurs chiffres. Mais regarde, on a un restaurateur, comme encore une fois, on va le citer pas mal, je pense, dans ce podcast, parce qu'on est gracieusement invité chez lui. Mais voilà, de quelqu'un qui maîtrise à la semaine ses ratios à tout ça. Quel serait le conseil? Par exemple, là, tu parlais de marge brute, j'ai envie de dire, quel serait vraiment le conseil niveau 1, en mode restaurateur niveau 1, je ne suis pas encore à l'aise avec mes chiffres, comment je fais pour améliorer ma marge brute? Et quel serait le conseil un peu niveau 2 du gars qui, au contraire, a déjà sa marge brute, etc., super à l'aise, et de comment aller chercher encore plus? Ok. Par rapport à, je dirais, ce niveau 1, je dirais qu'il ne faut pas analyser juste avec le prisme marge brute. Tu vois, pour moi, ça, c'est un des indicateurs qu'on peut justement mettre en place. Mais c'est de se dire, pour moi, il y a 4 à 5 indicateurs principaux à connaître, je dirais sur le bout des doigts, et à suivre mois par mois. Voilà. Le premier, c'est effectivement cette marge brute. Donc, c'est finalement le résultat que vous faites juste en transformant la matière première en plat, en cocktail, peu importe. Voilà. Ou achat-revente, vin, etc., vin, bouteille ou verre, etc. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le niveau de trésorerie. Ça doit alerter. Hausse, baisse, etc. On peut le faire déjà au mois dans un premier temps. Ça, c'est important. Après, on peut passer à la semaine quand on commence à avoir des flux importants. Ça, c'est plus le niveau 2. Fréquentation client, nombre de clients, restaurant par catégorie.
je dirais tout ce qui va être lié boissons, food, événementiel, etc. Traiteur ou autre. Après, on va parler aussi du ticket moyen. Ticket moyen, ça c'est 4e indicateur extrêmement important à mettre en place aussi dans l'entreprise pour voir l'évolution du ticket moyen sur le mois et affiner, notamment, on parlait période haute tout à l'heure, saison, c'est de se dire est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer justement sur la saison, des actions concrètes et à très court terme à mettre en place pour monter le ticket moyen, faire du cash sur la saison, pour les saisonniers notamment, pour ensuite absorber les charges en période creuse. Ça c'est important. Et dernièrement, ça va être bien entendu le résultat net, la marge nette réalisée sur donc, l'activité à la fin du mois. Est-ce que je gagne? Est-ce que je perds de l'argent? Déjà, avec ces indicateurs-là, on est bon. C'est-à-dire qu'on va pouvoir déjà piloter de manière simple, finalement, l'activité sur un niveau 1. Après, en niveau 2, on peut pousser effectivement. On parle toujours de la mesure, mais on va pouvoir pousser un petit peu plus les indicateurs. On va pouvoir parler du taux de rotation des tables, par exemple. Ça peut être intéressant pour identifier peut-être des zones dans lesquelles il y a moins de fréquentation, peu importe, pour optimiser finalement un peu aussi la disposition de la salle. On va pouvoir faire aussi une analyse très fine en termes d'analytique sur les plats. Quels sont les plats, le top 5 des plats les plus vendus à l'année et quelle est la marge réalisée sur ce top 5 de plats. Okay, donc, ça va permettre de voir si finalement, il n'y a pas des plats ou des choses à la carte qui tirent l'entreprise vers le bas, malgré qu'il y ait un fort volume de vente dessus. Ça, c'est extrêmement important. On peut aller creuser sur ces sujets-là. Après, on va avoir l'optimisation de la masse salariale. On a des indicateurs, comme on sait par exemple qu'une masse salariale optimisée, elle est entre 30 et 35%, hors rémunération du dirigeant. Avec la rémunération du ou des dirigeants, on va être autour de 40%. Là aussi, on va pouvoir affiner. On peut avoir le chiffre d'affaires par employé. On va pouvoir travailler sur le coût par candidature. Ça, c'est aussi des choses qu'on va pouvoir mesurer. Si derrière, il y a de la publicité qui est faite, par exemple, sur les réseaux, extrêmement important, ça c'est quelque chose qui nous est cher chez BistroBiz, il y a souvent des campagnes publicitaires qui sont mises en place, donc ça coûte un petit peu d'argent. C'est de se dire derrière, en fait, est-ce que j'ai un retour sur investissement par rapport à tout ça? Donc ça aussi, on va pouvoir le mesurer avec des calculs extrêmement simples. Mais est-ce que ma campagne, elle a été efficace ou pas efficace? Et si c'est pas efficace, sur quoi il faut que je bosse? Et de même pour les recrutements, etc. Pour les recrutements, pour la marge, pour la trésorerie, pour le ticket moyen, pour plein de choses finalement. En fait, quand on dit les amateurs supposent, les pros mesurent, en fait, c'est amener du grain à moudre. C'est amener de la data, de la donnée, pour se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer concrètement. Mais sans cette donnée-là, sans ces petits pourcentages qui sont très simples, en fait, on ne peut pas améliorer. On ne sait pas quoi améliorer, en fait. Ouais. Ça, pour moi, c'est la base de la base. Et il va falloir qu'on passe par là, par ce petit audit. Alors, ça peut prendre quelques heures pour le mettre en place, mais après, une fois qu'on a mis les mains dans le cambouis, c'est comme tout, il faut s'y mettre. Après, une fois qu'on a les mains dedans, exactement. Voilà. Du coup, on est passé au niveau 1 et au niveau 2 là? On est passé au niveau 1 et au niveau 2. Effectivement, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Ouais. Et après, on peut aussi parler de ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, parce que niveau 2, voilà, la personne commence à avoir de la data, des données intéressantes en matière de marge brute, de résultats. Alors, on a l'optimisation fiscale et financière aussi. On peut aller creuser dans les charges externes. Dans le jargon comptable, les charges fixes si vous voulez. On peut aller chercher des économies, notamment sur, je dirais, certains contrats qui sont aujourd'hui. Il faut se poser la question, en fait, depuis quand je n'ai pas réétudié mes contrats? Souvent, ça remonte. Et également, il faut se poser la question, quelle est dans ma liste de charges, finalement, quelles sont les charges que je vais pouvoir changer, diminuer, voire supprimer, sans changer la valeur que je délivre à mon client, sans changer le concept, l'univers, l'expérience qui est fournie au client. Ça, c'est une bonne question à se poser. Je prends ma liste de charges fixes, je vois effectivement, il y a souvent des lignes, des faux coûts, on appelle des ça. Faux coûts effectivement, qui vont avoir un impact sur la rentabilité. Et se poser cette question-là, déjà, ça va permettre de se dire, ok, ça peut-être que je peux le diminuer. Tiens, je vais faire jouer la concurrence. On parle, il y a plusieurs frais qui peuvent venir là-dedans. C'est tout ce qui est lié à la téléphonie, les logiciels utilisés, tout ce qui va être lié aux frais. Ça peut être aussi les frais comptables. Des fois, on a des économies à faire dessus. Le nombre de petites serviettes, de cure-dents, etc. Les petits équipements, effectivement. Voilà, il y a plusieurs exemples sur le sujet. Ouais.
En fait, d'ailleurs, si on doit préciser quelque chose quand on parle de niveau 2, c'est quand on est bon, comment on fait pour devenir meilleur. Et c'est ça, en fait, l'optimisation aussi, à ce niveau-là. Meilleur. Et Oui. c'est le meilleur moment d'un chef d'entreprise, je pense. Ouais. Parmi les meilleurs moments d'un chef d'entreprise. Oui. À mon sens, en tout cas. Oui. Oui. Mais ouais, cool. Et justement, si on veut parler de développement, selon toi, quel est le meilleur moment pour un restaurateur d'ouvrir un deuxième établissement ou de franchiser un établissement? Excellente question. Déjà, première chose, il faut que l'existant soit stabilisé. C'est-à-dire que voilà, le restaurant aujourd'hui, il est maîtrisé au niveau de ses chiffres. C'est-à-dire que niveau 1, niveau 2, validé. C'est-à-dire voilà, on a les indicateurs, on sait que ça tourne, on sait que ça marche, on sait que c'est un concept qui fait du cash. Voilà, parlons simplement. Voilà, on peut dégager de l'argent, on sait qu'il y a du résultat à la fin de l'année. Et on Ça sait crée de la comment. trésorerie. Voilà. Et on sait comment on le fait, ce cash. Et on sait comment on le fait. On sait c'est quoi la source, effectivement. Les actions, les fameux, je dirais, 20% d'actions qui amènent 80% des résultats et donc du cash. Effectivement, on les connaît, on les a identifiés, donc on va pouvoir les dupliquer. Et donc c'est à partir de là que, pour moi, la duplication, ça va se dire, du concept peut se faire. Et est-ce que dans cette duplication de concept, on peut se permettre, parce qu'on a vu des établissements marcher un seul marché, en ouvrir 4, couler. Oui. Quel est selon toi justement, parce qu'on en a vu aussi, avoir un établissement, en ouvrir 4, y arriver. Donc, quelle est la différence entre cette personne, sachant que les deux marchés de base, les deux fonctionnaient, ou en tout cas semblaient fonctionner, Oui. les deux faisaient du cash, les deux étaient conceptuels, l'un explose en vol, l'autre y arrive. Oui. Excellente étude de marché. Il faut forcément analyser précisément le lieu, la fréquentation, ce qui peut potentiellement ramener du chiffre d'affaires localement. Et aussi une stratégie, pour moi, qui est posée et qui est génératrice de cash. C'est-à-dire que si demain, il y a aussi à emprunter auprès de la banque, c'est de se dire qu'est-ce qui va permettre de générer du cash très rapidement et de rembourser la banque. De toute façon, ça, le banquier va le regarder. Quoi qu'il arrive, il va vouloir récupérer son argent. Donc, c'est quoi la mesure du risque? C'est quoi le risque que je prends aussi dans cette affaire? C'est ça. C'est-à-dire, on fait un prévisionnel, on va pouvoir étudier justement quelles sont les rentrées d'argent potentielles, quelles sont les charges prévisionnelles d'activité, et derrière, quels sont les résultats. En dupliquant, pourquoi pas la stratégie qui a été faite sur le premier restaurant, dupliquant et en adaptant localement, puisqu'on peut avoir des restaurants, des concepts qui sont dupliqués sur d'autres villes où c'est pas du tout la même, enfin, on peut pas avoir le même type de clientèle, on va pas avoir les mêmes enjeux, même vis-à-vis de la municipalité, etc. Donc il y a des choses forcément qui vont bouger. Donc pour moi, c'est important de passer par une logique de prévisionnel, de bien peser le pour et le contre, de faire une bonne étude de marché locale, et puis après aussi, pour moi, d'avoir du réseau localement. Parce que c'est aussi, certes, on parlait des réseaux sociaux, mais du réseau local, ça peut être un excellent moyen pour faire venir des clients rapidement, avec des personnes qui peuvent recommander. Ça, c'est pour moi un élément extrêmement important. Parce que le bouche-oreille, n'oublions pas, dans la restauration, c'est aussi un élément, c'est un des piliers. Et est-ce que tu penses que dans ces deux scénarios-là, justement, il n'y en a pas un où, quand tout à l'heure je mentionnais la notion, j'appuie un peu dessus, parce que c'est quelque chose qui, moi, me marque un peu justement dans tout ça, il y a des fois des restaurateurs qui nous appellent, qui ont le concept, qui font de l'argent, enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a aucun problème. Oui. On leur dit, OK, vous nous appelez pourquoi ou comment vous faites cet argent, je sais pas, freestyle. C'est-à-dire qu'en gros, oui, je fais de l'argent. Oui, ça veut dire que mes marges sont à peu près bonnes. Oui, ça veut dire que ça, c'est à peu près bien. Oui, ça veut dire que j'avais peut-être le bon concept au bon endroit. Mais en fait, finalement, c'est réussir sans maîtrise pour moi. Ça, c'est un peu la chance du débutant, entre guillemets. Oui. Tu vois, genre, c'est où effectivement, tu t'es pas... Enfin, la chance du débutant, j'exagère peut-être un peu, mais où tu t'es pas trop mal démerdé, mais où t'as pas la notion de tout. C'est ça. Tu sais pas effectivement quel est le plat qui te rapporte de l'argent. Tu sais pas effectivement quel est le plat qui t'en fait perdre. Tu sais pas pourquoi tu as cette équipe-là et qui marche bien, où sont les talents de chacun, où sont les faiblesses de chacun, qui va tenir sur le long terme, qui ne va pas tenir sur le long terme, etc. etc. Donc pour moi, ce scénario, d'ailleurs, est-ce que selon toi, on peut se permettre, est-ce qu'il est possible ou pas recommandé, tu vois, de passer de 1 donc, à 4 établissements d'un coup, ou est-ce qu'il vaut mieux passer de 1, puis 2, puis 3, puis 4,
Est-ce que les deux scénarios sont jouables? Est-ce que c'est quoi? Pour moi, Quelle est la bonne ou mauvaise situation? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Non, pour moi, tout est possible, si tu veux. Tout est possible. Après, pour moi, c'est une question de maîtrise. Tu l'as dit à l'instant. C'est-à-dire qu'on peut passer peu importe, de 1 à 4, mais du moment que le dirigeant, déjà, sort de l'opérationnel, ça c'est pour moi quelque chose d'important. Il doit sortir de l'opérationnel parce qu'il doit aller maîtriser justement ces choses-là, ces chiffres, ces indicateurs dont on a parlé. Et pour le faire, il a besoin de temps. Donc, se sortir déjà de l'opérationnel, c'est une bonne chose. Ensuite, il doit effectivement tenir ces tableaux hauts. Et pour moi, là, on passe à la semaine. On n'est pas sur du mois, on passe à la semaine, voire peut-être même à la journée dans certains cas. Donc, il va être extrêmement important de mesurer le plus précisément possible ce qui se passe pour ajuster, pour corriger à très, très court terme. Parce que là, du coup, c'est la première année, la deuxième année, la troisième année, on est sur les années les plus volatiles possibles au niveau de l'entrepreneuriat. Tout est à mettre en place, tout est à créer, etc. Donc, oui, effectivement, la maîtrise de ces éléments-là va être un élément extrêmement important. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner qui sort complètement des chiffres, mais c'est le mindset, l'état d'esprit. On en parle énormément dans le cadre des formations d'Istrobiz, mais c'est de se dire, est-ce que j'ai l'état d'esprit, la conviction, la persévérance, parce que c'est des coûts supplémentaires qui vont être pris. Et les reins solides aussi. Et les reins solides, et les finances solides. Ouais. Les reins et les finances. Reins, je me demande si c'est pas les finances. Il y a un peu des deux. C'est un peu des deux. En tout cas, il y en a un, c'est la finance, ça c'est clair. Exactement. En fait, c'est un vrai mindset de développer. C'est clair. Un vrai mindset, c'est un vrai état d'esprit. Et ça doit se cultiver. Finance vision d'ailleurs. Finance vision. Finance vision, effectivement. Stratégie vision. C'est beau combo, ouais. C'est ça, voilà. Mais c'est cool que tu le dises aussi. C'est cool aussi que justement on vous montre un petit peu le côté fun parce que ce qu'on apprécie, on n'a pas envie de s'embêter en fait pour être poli. Ouais. Voilà, donc, au sein de Bistrobiz, et c'est cool justement qu'on ait ce fun, qu'on ait à la fois ce professionnalisme aussi et cette vision par rapport à la finance. Et tu viens de dire, tout est possible. Mais à partir du moment où on en a envie, on se prépare. À partir du moment où on veut sauter dans le vide aussi. Oui. Et à partir du moment où vraiment on se dit waouh, faut pas que je me plante. Si effectivement je passe de 1 à 4, là, comme tu dis, peut-être même à la journée. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir être précis, sauf si on a des millions d'euros sur un compte qu'on peut piocher et se permettre de perdre. Mais si c'est pas le cas, la finance, elle n'est pas illimitée. Donc quand on se développe comme ça à grande échelle, quand on choisit la carte de la croissance rapide, elle n'est pas impossible, mais elle doit juste être maîtrisée, au mieux possible. C'est ça. On doit mesurer le risque. Et voulu aussi. Parce que certains vont préférer le chemin long, d'autres vont préférer le chemin rapide. Bien Donc sûr. c'est aussi là où il faut écouter le tempérament, l'entrepreneur, etc., pour que tout soit reflété au sein de l'entreprise de cette Bien façon-là. entendu. Et ça, c'est extrêmement important. Et je finirai là-dessus. Effectivement, l'idée, c'est de mesurer le risque et aussi, des fois, d'isoler le risque. Parce que un développement mal maîtrisé peut aussi mettre en danger l'existant. Totalement. C'est-à-dire, ouvrir un deuxième, un troisième restaurant, ça peut aussi mettre en danger le premier qui marche bien. Donc, il va être aussi important de faire des choix en matière juridique et fiscale pour que justement le risque, peut-être de ce deuxième établissement, soit aussi isolé. Tout dépend après aussi de la stratégie qui est mise en place, de ce qui a été identifié. Mais en tout cas, c'est important de passer par des systèmes d'établissement, de structures, de holding par exemple, pour aussi aller isoler les risques et puis optimiser aussi fiscalement son groupe, parce que là on passe d'un restaurant à un groupe quelque part. Et donc, ça va être important d'aller après choisir les bonnes stratégies, d'actionner les bons leviers pour que derrière, le groupe puisse s'y retrouver en matière d'impôts à payer, d'URSSAF à payer, et même personnellement pour le dirigeant, qu'il en tire le meilleur parti. C'est clair. Voilà, en termes de rémunération nette, en termes d'avantages sociaux, etc. Ouais. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien que vous soulève un petit point là-dessus, parce que c'est vrai que la France, on en parlait tout à l'heure, elle est très pessimiste. Hein. La France, au niveau de l'entrepreneuriat, est très très pessimiste. C'est très oh là là, mieux vaut être employé que patron en France, etc., etc. Et en fait, je pense que n'importe quel chef d'entreprise, et qui plus est restaurateur, parce qu'alors, dans la restaurateur, en plus, l'environnement, on attire les gens de tous les jours, etc. Donc forcément, on a un environnement où les gens ont très envie de te raconter la misère du voisin. Enfin voilà, les piliers de comptoir, on en parle. Enfin non, mais en fait, ils sont quand même présents dans ce genre d'environnement à des moments donnés. Et donc effectivement, l'entrepreneur va se voir, le restaurateur entrepreneur va se voir charbonner à des moments donnés,
pour cacahuètes. Bon, après, c'est parce que là, à ce moment-là, il y a des choses à revoir, bien évidemment, dès le départ de ce côté-là pour valoriser son temps en tant que dirigeant. Mais derrière, il y a ce truc de me dire, enfin, les gars, il y a des entreprises, elles ne sont pas toutes logées offshore. Et il y a des millionnaires, il y a des gens qui font de l'argent, il y a des groupes de restaurants qui font de l'argent, il y a voilà, il y a plein de différentes entreprises qui font de l'argent et qui sont localisées en France. Alors peut-être que dans leur groupe, il y a telle ou telle filière qui est peut-être localisée ailleurs, etc. Parce que quand tu grandis, tu t'intéresses et tu développes une intelligence financière, etc. Il n'y a rien d'illégal dans tout ça, quand c'est bien fait. Et en plus de ça, c'est juste qu'au contraire, moi je trouve qu'aujourd'hui, j'en apprends comme toi, moi aussi. Enfin, en tout cas, moi, j'en apprends aussi dans ma vie d'entrepreneur tous les jours un peu plus là-dessus. Mais il vaut 1000 fois mieux vivre avec des entreprises que vivre juste en étant consommateur dans le personnel, en tant que salarié, etc. C'est quand même, tu as beaucoup plus de chances de capitaliser tout ça. Et en plus, je pense que quand tu développes vraiment ta cartouche de chef d'entreprise, tu es vachement plus dans l'investissement avec un retour sur investissement. C'est-à-dire que avant de t'acheter 3 Ferrari dans un garage, tu vas d'abord te dire, tiens, non, j'ai bien envie d'investir dans telle compétence pour développer telle chose. Tu es beaucoup plus dans ce kiff-là pendant longtemps. Il n'y a que quand tu as dépassé un certain niveau où tu peux te dire, allez, c'est quoi mon kiff dans la vie? Est-ce que c'est le voyage? Est-ce que c'est la voiture? Est-ce que c'est tout ça? Et qu'est-ce que je fais? Mais tu te précipites jamais trop vite, généralement, sur ce qui ne te rapporte rien, sur ton plaisir rapide, en fait. C'est vrai que c'est très important, ça, parce qu'on touche du doigt, finalement, ce qui fait qu'aujourd'hui, les serial entrepreneurs sont des serial entrepreneurs et souvent des gars qui sont multimillionnaires parce que eux, ils pensent pas dépenses, ils pensent dépenses pour retour sur investissement. Donc, c'est même transformer le mot dépense en investissement. Exactement. Et donc, du coup, quel est le retour sur investissement que je peux obtenir quand on a fait du cash? Ça, c'était la première partie qu'on a abordée ensemble. OK, il y a du cash. Il est protégé, je peux faire un peu d'optimisation fiscale derrière pour justement avoir plus à la fin aussi. Et après, comment je le réinvestis ce cash? Et donc, c'est là qu'on touche du doigt, effectivement, ces points-là. Ça peut être du développement personnel aussi pour améliorer sa compétence financière. En raisonnement aussi, son raisonnement, c'est ça. Ça peut être ouvrir d'autres restaurants qui vont derrière dégager des dividendes ou de la rémunération supplémentaire. Ça peut être investir dans de l'immobilier pour que derrière, eh bien, vous puissiez aussi retrouver le fruit de l'investissement par du loyer, par de la revente, etc. Ça peut être extrêmement bien pour les restaurants où il y a de la saisonnalité. Par exemple, s'il faut loger des saisonniers, l'investissement dans, par exemple, du locatif pour loger les saisonniers, par le biais d'une, peu importe la forme juridique, mais reliée à une holding, ça peut être extrêmement important. Faire circuler l'argent du restaurant vers ces investissements et puis toucher aussi des loyers au passage. Donc oui, on a du retour sur investissement. En fait, tout le monde y gagne là. C'est clair. Le saisonnier, le restaurant, l'indépendant. Et ça va du plus petit investissement, donc de la plus petite dépense, à la plus grande. C'est-à-dire que quand on décide de refaire des plaques de cuisson pour telle et telle raison, quel va être mon retour sur investissement? Si je décide de rajouter une plaque pour faire de la nourriture végétarienne pour pas qu'elle soit mélangée à la viande, quel va être le nombre de plats végétariens que je compte vendre avec cette plaque et comment je vais rentabiliser exactement, par rapport ma au concept. plaque. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, et là, j'ai dit ça au hasard, mais tout comme ça peut être effectivement du gros investissement en termes locatifs, etc., mais qui va me rapporter de meilleurs talents. Parce qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Donc, si nous, on a un avantage supplémentaire par rapport à d'autres, forcément, on peut attirer de meilleurs profils aussi. Bien sûr. Donc, ce meilleur profil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre beaucoup plus. Donc, quel est le résultat que j'attends de ce profil-là sur le terrain? Et comment je le recrute et comment je lui transmets ces résultats-là? Tout ça, c'est de la maîtrise sur toute la lignée. Et effectivement, est-ce que là, je suis en train de dépenser mon argent ou est-ce que là, je suis en train d'investir mon argent? Et il y a un truc que je répète souvent aussi au sein de tout ce qu'on fait, c'est même en termes, et je pense la même chose en termes d'énergie. Est-ce que là, je dépense mon énergie ou est-ce que là, j'investis mon énergie? Parce que sortir de l'opérationnel, c'est investir son énergie avec d'autres gens autour ou dans des systèmes qui vont te permettre de sortir de l'entreprise. Si tu fais les choses à la place des autres, ça, c'est du temps perdu. C'est-à-dire que ça, on ne te le rendra jamais. Tu l'as fait à la place de quelqu'un d'autre, la journée est passée, ton temps est passé, mort. Ton time est mort, c'est fini. Et ça, on ne te le rendra jamais. Donc oui, tu as l'impression d'avoir gagné du temps sur le coup. Mais en fait, du coup, tu continues dans cet engrenage en permanence. Et ça marche pour toi, en tant que dirigeant, comme ça marche pour tes équipes. C'est-à-dire que si tu es patron et que tu recrutes des directeurs, des N-1, tu veux qu'ils pensent exactement de cette manière-là.
Tu veux que tes N-1 soient sur l'entreprise, sur les équipes et pas dedans. Tu payerais beaucoup trop cher un N-1 à nettoyer la poussière de la table. Je dis pas qu'il faut jamais le faire. Je dis pas qu'il faut jamais remonter l'exemple et qu'il faut jamais remonter les manches, et montrer l'exemple. Mais en France, on est très comme ça aussi. C'est-à-dire que non, là, brille pas trop, attention, t'es directeur. Enfin, tu prends la même position d'un directeur d'établissement dans la resto, parce que je connais cet environnement en France, et d'un directeur de la resto à l'étranger, mais on est à des années-lumière en termes d'avantages, en termes de gens qui t'invitent dans des dîners, en termes de réseau, en termes de tout. On est à des années-lumière parce qu'on l'a voulu ici. Et au lieu d'élever les personnes qui vont élever la boîte, on les écrase. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On écrase la boîte. C'est ça. Donc je pense que déjà, si on prend le réflexe de s'élever nous-mêmes en tant qu'entrepreneur, donc d'investir en nous, déjà, je pense que le plus gros et le meilleur des investissements, tu me diras si je me trompe, je confirme. Mais c'est d'investir en soi. Oui. Si cette formation te fait plaisir, investis en toi. Même si tu te plantes, j'ai envie de te dire, tu pourras jamais te planter sur un truc comme ça. Tu vas forcément apprendre 2-3 conneries au passage. Des choses, mais bien même si entendu. c'est pas, tu vas réaliser quelles sont les meilleures, quelles sont les moins bonnes formations ou accompagnements ou consultants ou peu importe sur le marché. Tu vas t'en rendre compte de toi-même. Puis il y a aussi un feeling. Ouais. Enfin, je veux dire, on a tous été face à des profs. Il y en a qui sont très 1 + 1 = 2. Les personnes comme moi, par exemple, c'était en fonction du prof, je pouvais être bonne en maths ou en fonction du prof, je pouvais être bonne en français. Donc forcément, je vais agir au feeling. Oui. Il va y avoir un aspect feeling là-dessus. Si la personne, quand elle parle, elle m'insupporte, je ne vais pas aller acheter quelque chose. Enfin, je veux dire, c'est normal. Et c'est OK. Chacun son truc, quoi. Exactement. Je me suis un peu emballée là. Exactement. 2-3 questions encore. C'est, si tu as un exemple concret, justement, de restaurateur auprès de qui on a vraiment changé la donne, peut-être niveau 1, niveau 2, et quel conseil donnerais-tu à un restaurateur, justement, qui se sent un peu débordé par tout ça, par ses finances, par quoi commencer demain, en fait? Parce que c'est bien beau de dire, il faut regarder ses chiffres et ces trucs, mais par quoi commencer demain? Okay. Ou quel outil utiliser, enfin, peu importe. Quel outil, oui. Pour répondre à ta première question, je pense par exemple à une transformation assez impressionnante en termes aussi d'état d'esprit. On parlait tout à l'heure d'intelligence financière. C'est Alicia. Alicia, donc, il y a un restaurant breton qui, quand elle est arrivée effectivement chez Bistrobiz, était plus en mode « je fais l'autruche ». Voilà. Mes chiffres, doigt mouillé, à peu près, je fais environ ça, etc. Bon, sans grande conviction non plus par rapport à la véracité, avec un bilan qui était plutôt bon, qu'on a effectivement amélioré, mais qui pour elle paraissait du chinois aussi. Parce que ce qui est important, c'est aussi de faire preuve de pédagogie pour prendre finalement toutes les informations essentielles du bilan, en créer une essence pour ensuite aller améliorer. Donc, effectivement, pour elle, c'est un peu du chinois. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un outil simple de gestion. On a mis en place donc l'outil de gestion, on a mis en place les indicateurs. On s'est rendu compte effectivement qu'il y avait certaines charges fixes qui étaient un petit peu disproportionnées. Donc, je lui ai donné des pistes pour aller faire des économies, par exemple sur certaines petites fournitures, sur des frais notamment de comptabilité, des frais administratifs, la téléphonie, certains frais de déplacement. On a redimensionné aussi la masse salariale au regard de la proportion de chiffre d'affaires qu'elle avait aujourd'hui. Et on a fixé aussi des objectifs extrêmement précis pour les mois suivants. Parce que c'est bien de faire l'état actuel, mais c'est aussi de se projeter et se dire sur les prochains mois, avec la nouvelle stratégie qui est mise en place, quel est l'objectif de CA ? C'est quoi l'objectif de chiffre d'affaires ? C'est quoi l'objectif de marge pour que derrière, on puisse atteindre ces chiffres-là ? Donc, c'est ce qu'on a mis en place, effectivement. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près à plus 5 000 € par mois à peu près de marge nette et on est à, grosso modo, plus 20% de rentabilité à l'année. Ouais. Voilà. Et en plus, on a pu recruter parce qu'on a mis en place... Et on a recruté parce maintenant. Parce qu'en fait, elle avait vachement peur de recruter Alicia. Ouais. Elle avait vachement peur parce que pour elle, c'était une dépense. Justement. C'était une dépense, et oui. C'était une dépense à ce niveau-là. Et quand on lui a montré qu'en fait, en 10 cocktails par jour, oui. On finançait un barman. Ouais, c'est ça. De suite, elle a eu beaucoup de déclics vis-à-vis de ça. Et Alicia, je pense que c'est l'une des personnes qui a eu beaucoup de déclics sur plusieurs points. Oui. C'est cool que tu la mentionnes. Mais voilà, mais c'est vrai que ça dédramatise là aussi, encore une fois, l'embauche
de gens qui disent « je ne peux pas embaucher, mon comptable m'a dit que je ne pouvais pas embaucher ». Mais votre comptable, il se fie à les analyses du passé, il ne se fie pas aux stratégies futures. C'est pour ça d'ailleurs on soulève un point très important par rapport à l'expert comptable ou comptable. Nous, on est là en complément. Totalement. C'est un avis complémentaire, supplémentaire. On va avoir une vision différente aussi. C'est-à-dire qu'on va plus être sur la projection, on va chercher à optimiser l'existant et à amener l'entreprise à réaliser plus de cash. Donc oui, on va avoir une vision complémentaire et il ne faut pas aussi avoir peur d'aller sur ces chemins. En fait, on montre une autre voie, une voie supplémentaire qui va permettre d'aller vers plus de rentabilité. C'est clair. Et donc, le conseil au restaurateur, justement, pour mettre son nez dedans dès demain, ceux qui ne le font pas encore, ça serait quoi? Le conseil premier, pour moi, c'est déjà le bon outil, ok, et le bon accompagnement derrière. Parce qu'une fois qu'on a l'outil en face de soi, il faut aussi être suivi, il faut être accompagné pour le remplir et après pour l'analyser. Parce qu'encore une fois, sans analyse, après, on ne fait rien. On ne peut pas améliorer l'existant. Donc, c'est le bon outil, au bon moment aussi, pas attendre d'être pied au mur, je dirais, pour prendre les décisions. C'est difficile à entendre, surtout en France où on a cette fâcheuse tendance à ne pas anticiper les choses. Mais c'est de se dire, en fait, il y a des experts qui sont là pour prendre de la hauteur. Tu montes dans la montgolfière et tu prends de la hauteur sur ta boîte. Et ça va te permettre de dire, OK, en fait, c'est là que ça ne va pas, c'est là que ça ne va pas, c'est là que ça ne va pas. J'ai 6 mois pour redresser la barre, sinon terminé. Ou alors, c'est là-dessus que je peux notamment travailler pour développer mon concept. Par exemple, je me suis fixé un objectif d'1 an. Je travaille là-dessus pour que dans 1 an, j'ai mon 3e, mon 4e, mon 2e, mon 3e restaurant qui soit ouvert. Tu vois. Donc, c'est ça, pour moi, le plus important. Et c'est de ne pas avoir peur, à un moment donné aussi, de se confronter aux chiffres. Ouais. Parce qu'encore une fois, les chiffres, ils sont froids. C'est du factuel. C'est clair. C'est du factuel. Après, ça permet de prendre les bonnes décisions. C'est clair. Et quoi de mieux, finalement, que de s'enlever cette pression mentale du chiffre? C'est vraiment une question à se poser. C'est, voilà, demain, dans 6 mois, si je m'enlève cette pression mentale, qu'est-ce que ça me fait? Ouais. Et pour ce faire, il faut passer par là. Tout à fait. Et les deux visions se rejoignent. Et l'outil, c'est quoi alors? L'outil, c'est un outil notamment, tu vois, qu'on a développé chez nous dans le cadre de BistroBiz, qui est un tableau qui permet de faire un suivi mois par mois, à la fois de ses recettes et de toutes ses dépenses. Et ça permet de calculer automatiquement les fameux 4-5 indicateurs dont on parlait, l'essentiel pour pouvoir bien piloter sa boîte et savoir quoi améliorer. Voilà, tout simplement. Un tableur très simple. Ça, c'est le premier tableur parmi tous les indicateurs clés performance, mais effectivement, c'est la base. Tout à fait. Il faut toujours parfois commencer par la base ou revoir la base. Toujours. Exactement. Toujours. Pour être sûr qu'elle soit justement solide et que les fondations soient là. Les fondations solides. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec ce tableur-là, à la fois, ça permet de piloter l'existant, mais aussi de se projeter et de se dire, par exemple, si demain j'ouvre un concept, je scale mon activité, je veux la développer, eh bien, ça va être un outil qui pourra être présenté au banquier pour dire, voilà, ça c'est ma projection de chiffre d'affaires, ça c'est ma projection de charge que j'ai fait au regard de ce que je paye aujourd'hui et de ce que je peux trouver sur place. Et du coup, ça c'est mon objectif de résultat. Et ça, voilà les moyens que je vais mettre en face pour y arriver. Ouais. Tu vois. Donc, vraiment, c'est pour moi l'outil phare que tout entrepreneur doit avoir, même j'irai en dehors de la restauration. C'est clair. Merci, Michael, pour toute cette valeur, finalement. Merci à toi. Et pour ce rappel au niveau de la finance. J'adore justement cette énergie. Tu as eu une énergie, en tout cas, ça vous prouve qu'on n'est pas obligé d'être ennuyeux quand on fait de la finance. Ça vous prouve aussi que chez nous, on ne s'ennuie pas, qu'on a une énergie, parce que c'est vrai que c'est pas drôle si on n'a pas envie ou de déjeuner ou de boire un verre ou quoi, ou qu'est-ce, avec à la fois notre financier, à la fois notre responsable marketing et communication, à la fois notre caméraman, etc. C'est pas drôle, tout simplement. Donc, il est important de bien s'entourer, d'avoir envie de passer du temps avec les personnes, d'avoir à la fois la performance, mais d'avoir aussi les valeurs humaines. Donc, merci d'être là et merci de représenter ça aussi avec nous. Et puis, de toute façon, pour tous ceux qui sont là, rendez-vous de l'autre côté déjà. Mais voilà, est-ce que tu as un petit mot justement que tu aimerais dire, un mot final au restaurateur ou une anecdote ou une punchline, j'en sais rien, que tu as envie de leur transmettre? Eh bien, un amateur suppose, un pro mesure. Alors, mesurez maintenant, il n'y a plus d'excuses.
Encore une fois, merci Michael et merci à vous tous d'avoir suivi ce podcast, de nous écouter, de nous donner de la force avec les petits likes et avec les petits commentaires justement pour nous dire si c'est good, même s'il vous a manqué des choses. C'est-à-dire si vous êtes resté sur votre faim sur tel et tel sujet, dites-le nous parce que c'est comme ça aussi qu'on peut faire évoluer les choses et qu'on peut faire évoluer nos contenus aussi parce qu'on est dans ce désir d'optimisation en permanence. Donc n'hésitez pas et je vous dis à très vite dans le prochain épisode de Tomato Talks.